Mary Steven est monteuse et réalisatrice. Voilà, nous te connaissons surtout en France comme la monteuse et la compositrice aussi, en titre de Rohmer depuis Contes d'hiver jusqu'aux Amours d'Astrée et Céladon, son dernier film. Voilà. Mais en fait, ce qu'on a découvert, et c'est la raison principale de ta présence ce soir, c'est que tu es née à Hong Kong. Voilà. Et donc ça nous intéresse particulièrement puisque nous sommes dans un portrait de Hong Kong, comme vous le savez, jusqu'au 7 juillet, avec 80 films, des cours de cinéma et des rencontres. Et quand nous nous sommes rencontrés, nous avons eu l'idée de cette conversation sur le Hong Kong de Mary Steven. Tu te rappelles, c'était à l'automne dernier, avec Isabelle Vanini, que je salue, qui ne peut pas être avec nous ce soir. Et tu nous as appris que tu possédais des films de famille tournés sur l'île de Hong Kong par ton père dans les années, des années 40 à 60. Donc nous allons donc évoquer le Hong Kong de ton enfance. Il n'est pas allumé ? Ça y est ? Ok. Donc nous allons donc évoquer le Hong Kong de ton enfance et de ton adolescence à travers les films de ton père, mais aussi d'autres films. Et bien sûr, la naissance de ta cinéphilie, de ta vocation pour le cinéma, et enfin un Hong Kong plus contemporain, à travers des extraits de films choisis parmi ceux réalisés par des cinéastes avec qui tu travailles ces dernières années. Donc grâce à toi, nous allons voyager à Hong Kong, des années 50 à aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêtes. Et avant de commencer, je voudrais te remercier très sincèrement pour cette conversation et celles qui ont précédé lors de la préparation de ce programme, pour ta disponibilité, ta gentillesse. Encore ? Oui, j'ai presque fini. Et pour avoir partagé avec nous des films, des idées sur ce portrait de Hong Kong qui ne serait pas le même sans ton aide et sans nos échanges. Voilà. Merci beaucoup. Donc Marie a beaucoup travaillé, nous avons beaucoup travaillé ensemble pour préparer cette conversation. Il y aura un temps d'échange avec vous, j'espère. Et donc on va suivre un petit peu une chronologie de l'enfance adolescent jusqu'à aujourd'hui, à travers des extraits de films que nous allons commenter ensemble. Alors on commence. Oui. On commence par où? On commence par où? Est-ce que tu veux commencer tout de suite par le début? Oui, ça c'est pas mal pour commencer. Oui. Parce que je voulais juste dire une chose. Alors parle bien devant le... Voilà. Je voulais juste dire une chose, c'est que mon père, il faisait des films amateurs en 8 mm et 16 mm. Et ce sont des bobines et des bobines de films qu'on a découvert récemment, qu'on savait exister, qu'on avait vu des petits bouts quand on était petit, mais que c'est maintenant que je prépare un film que je vois tout, en fait. Donc, quand je dis qu'on va commencer par le début, c'est qu'on va commencer par le début. Oui. Et aussi que je voulais signaler que non seulement qu'il faisait des films amateurs, il s'amusait à faire son propre montage. Il filmait avec une caméra Bolex en 8 et en 16. Et vous allez voir, il s'amusait à faire des génériques, des animations et plein de trucs, et qu'on ne va pas tout montrer, mais que, bon, voilà, on va commencer par la première bobine, le premier extrait, qui serait le début. Extrait numéro 1, merci. Donc on va commenter, puisque on dirait que c'est ton père, non? C'est mon père. Oui, voilà. Oui. Il y a un petit air de famille. Photography by H. Steven. Et c'est la coronation, c'est le couronnement de la reine Elisabeth. Parce qu'on était dans un Hong Kong, tout ce qui est le plus colonie anglaise. Et donc le couronnement, et voilà mon bébé. début. Donc c'est ça qui est le tout début. Un bébé en couleur, hein. Cinécolor. Cinécolor qui était en même temps que le Technicolor. Et donc, pour mon projet, on a pu faire digitaliser les films à un labo en France, à Charenton. L'image est superbe. Absolument. Oui. Là, c'est ta maman? Oui.
Alors là, On fait des génériques en chinois, Voilà. comme quoi que Oui, on attendait impatiemment cette... la venue de la reine. non, pas le Non, pas la couronnement venue, le à couronnement. distance. Oui. Et ça, donc, c'était le Hong Kong des années 50. Donc, ça, c'était le couronnement, c'était 53. Mhm. Et il y avait des décorations partout. C'est pour montrer comment Hong Kong était, à cette époque-là, c'était vraiment... il s'amusait. Il s'amusait à faire des surimpressions. C'était pour voir que c'était vraiment une colonie anglaise. Oui, oui. Et voilà la mode de cette année-là. Et encore des décorations pour le couronnement. Et en fait, c'est un peu partout, à la campagne comme en ville. On voit très bien qu'il y a un mélange de populations. Il y a des gens qui sont beaucoup plus ouvriers et puis d'autres qui sont en tenue un peu plus bureau, classe moyenne. Mhm. Voilà, donc c'était le premier extrait, Marie bébé. À quoi ressemblait ton enfance? Voilà, les années un peu après. Alors, en fait, oui, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que je ne sais parler que de ce qui s'est passé dans notre petite bulle. Mhm. Et donc, chaque famille est différente. On était dans une famille très occidentalisée et c'était pas toujours comme ça. C'était une famille très chinoise dans les années 30. Mhm. Et petit à petit, c'était devenu extrêmement occidentalisé. Et il y a peut-être une raison pour ça, ça s'appelle l'ascension sociale. Mhm. Et depuis un milieu plutôt pauvre, ouvrier, mon père travaillait dans le bâtiment, jusqu'à la fin des années 60, quand ils sont devenus des notables de la ville. La vie a beaucoup changé. Mhm. Et en même temps, ils sont aussi, disons, ils ont adopté un autre nom, c'est le nom Stephen. Oui, j'allais te poser la question du nom anglophone, parce que Ouais. c'est vrai qu'à Hong Kong, il y a beaucoup de personnes, au moins dans le prénom, qui ont un prénom anglophone. Par exemple, dans les cinéastes qu'on connaît, Johnny To, voilà, pour n'en nommer qu'un. Et du coup, le patronyme, alors Stephen, quelle est l'histoire de ce patronyme? L'histoire va se passer dans un film Ah. qui va être prêt l'année prochaine. Je ne sais pas où est Alors, ma juste productrice, mais elle est là des quelque part. petites Elle est informations. là. Ah voilà, la productrice. Oui, oui, c'est vraiment l'histoire de ce changement de nom. Je vais donner le crime, le secret tout de suite. C'est un changement de nom, mais pourquoi et comment on a effacé complètement une histoire chinoise pour un nom anglophone anglais que finalement, à la fin, personne ne savait que c'était une famille chinoise. Et c'est ça le sujet de mon film. Et ça, c'était le désir de ton père. Oui. Et D'accord. de mon père et de ma mère. Ben, il faut voir le film. Non, on va pas trop dévoiler parce que voilà, il y a un film en préparation. Mais ça s'est passé dans les années 30. Et dans donc, les années quand 30. il a commencé à filmer, c'était déjà la première bobine que je possédais, c'était 49. Et 49 en 8 mm. Mais quand on a ouvert la boîte, bien sûr que c'était déjà en miettes. Et je suis allée au labo avec ces miettes-là et qui sont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. C'est toi qui as hérité de tous les films de ton père Non, qui rassemble tout fait, ça. J'étais chez ma sœur au Canada pendant très 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 longtemps. Et ensuite, chaque fois que j'allais au Canada, parce que nous, ça c'était un peu plus tard, on est parti au pardon. Canada. Petit survol. Chaque fois que j'allais au Canada chez ma sœur, je revenais avec des petits bobines. D'accord. Et
Alors, une grande chance, c'est que chaque endroit où j'étais, mais quand même, c'était une grande chance par rapport au logement à Paris, j'avais des caves sèches et en bonnes conditions. Donc, finalement, quand on a digitalisé ces films, ça, c'est vraiment 30 ans, 40 ans, 30 ans plus tard que j'ai commencé à ramener des bobines. Finalement, c'était en bonnes conditions. Et donc, ton père a commencé à filmer. Est-ce que c'était... Non, en fait, plutôt, est-ce que c'était commun d'avoir une caméra à cette époque ou... Non, pas du tout. Alors, c'était... Donc, je disais que mon père était ouvrier dans un chantier de la banque, en fait, de la Hong Kong and Shanghai Bank, qui est au Central. Et petit à petit, quand il a commencé à s'enrichir, disons, avec l'aide de ma mère, il a commencé à collectionner des caméras. Et je pense que c'était assez courant dans ces années-là, parce que j'ai découvert sur YouTube une autre famille, en fait la famille de Rodon, qui est un des hommes les plus riches de Hong Kong. Et il y a un de ses arrière-petits-fils qui a mis maintenant tous ses archives de 16 mm sur YouTube, sur un channel. Donc, je pense que c'était un status symbol. C'était vraiment comme on collectionnait les belles voitures. Mais à l'époque, quand on joue avec un jojo comme une caméra, c'est un petit peu un signe d'extérieur de quelque chose. Oui, d'ascension sociale. Ouais. Oui. Et du coup, ton père est devenu... Oui, en fait, quand on dit mon père, il faut dire toujours mon père et ma mère, parce que ma mère était la grande businesswoman dans la société. Et pourquoi ils ont eu une ascension sociale, c'était parce que c'était après la guerre et ils avaient une société qui vendait des matériaux de bâtiment, de construction. Donc, après la guerre à Hong Kong, toutes les constructions, voilà. Il fallait reconstruire. C'est comme ça qu'ils ont. Et puis les deux, ils travaillaient très très dur. Ma mère était une institutrice et ils se sont mis à apprendre l'anglais. Et donc, il y avait beaucoup de choses qu'ils ont fait avec les sociétés en Allemagne, au Japon, etc., qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils ne parlaient pas anglais. Et voilà, d'ailleurs... Ça nous emmène... Voilà, ça nous emmène. Très bien. Oui. Non, mais c'est préparé, tout ça. Ça nous amène au deuxième clip, parce que c'est en 1957, et quand j'avais mis Mr. Spearin visite Hong Kong. C'est un de ces représentants de sociétés avec lesquels mes parents travaillent. Donc là, ils sont au jardin de Tiger Balm. En fait, c'est le petit baume de tigre qu'on achète encore aujourd'hui. Oui. C'est une famille de Singapour qui a cette entreprise. Et donc, chaque fois quand il y a un étranger qui vient, qu'on fait des business avec, on les promène, ils les promènent dans les jardins, dans le pic, qu'on voit tout Hong Kong. Et pour ceux qui connaissent Hong Kong maintenant, on voit bien que ce n'est plus du tout cette skyline. Et ça, c'est ma soeur, ma grande sœur, et on avait une voiture, donc on était déjà la famille. Un signe aussi. Oui. Et la plage, bien sûr, on les promène sur la plage à Stanley et on voit je crois que c'est en anglais, Mr. Spearin. Et là, c'est le plus intéressant, c'est à Aberdeen, c'est le petit village de pêche dans le sud de l'île de Hong Kong, où on les amène toujours pour manger de seafood, pour manger des fruits de mer. Mais qu'on voit bien qu'il y a on va voir de plus en plus dans les extraits, il y a un décalage incroyable de Hong Kong, c'est-à-dire Hong Kong est vraiment faite
des très pauvres et des très riches. Et bon, on était un petit peu au milieu, mais bon, quand même, ils avaient intention de devenir de l'autre côté. Et là, c'était des familles de sampans qui vivent sur les bateaux. Qui vivent sur les bateaux. On peut parler un petit peu de la manière de filmer, des objectifs, parce que c'est pas juste... bon, c'est des films d'amateurs, des films de famille, mais il y a quand même un désir, on a vu avec les génériques. Dans le premier extrait, ton père s'amusait à fabriquer. Il y a un art du montage et puis un art des mouvements de caméra aussi, ce qui est assez joli. Oui, mais il avait un Bolex. Je n'ai pas là dans les extraits. Il y avait un autre extrait où on le voyait avec un Bolex de l'époque qui avait 3 objectifs, les 3 trucs. Il faut d'ailleurs qu'on va voir un clip sur la plage où il filmait ma mère en changeant l'objectif. Donc on voit que ça devient... On verra plus tard. Oui. Et puis, il avait un petit bloc de montage que je me rappelle d'avoir vu comment il faisait avec la colle et qu'on grattait le film et qu'on montait le truc. Il y avait un autre clip que je n'ai pas ici parce que je peux tout montrer. Oui, trop. C'était à une fête de famille. Qu'ils avaient beaucoup de fêtes à la maison, beaucoup de ce qu'il a appelé les banquets, c'est-à-dire que vraiment des traiteurs qui viennent de faire un dîner somptueux, mais pour leurs employés et pour quelques, par exemple, les entrepreneurs avec qui ils travaillaient, souvent un petit peu pour les récompenser. Et dans ces fêtes-là, donc, je voyais que tout le monde buvait beaucoup et trinquait, etc. Et à un certain moment, je vois ma mère qui était en train de trinquer, je vois mon père qui est en train de faire bon, je sais pas, il parlait, il rigolait. Et à un certain moment, je remarquais que c'était un chant contre chant et qu'il avait un montage et que quelque part, il avait et puis c'était un petit peu parsemé partout. Et tout ça, faut dire que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps quand j'ai commencé à regarder ces choses-là pour mes rushs. Donc, quelque part, c'est pas un hasard. Oui, c'est ça, il y a une continuité. Alors, bon, peut-être on va... Alors, c'est ce que je veux encore dire de ce clip, c'était que le jardin du Baume du Tigre, on a vu cette pagode blanche. Et ça, c'était en face, en fait, c'était pratiquement en face de chez nous. On avait une maison, une vieille maison. C'était très vite après. Il n'y avait plus de maisons comme ça de 3-4 étages parce qu'ensuite, ça construisait toutes les gratte-ciel. Et donc, ce jardin-là était en face de chez nous. Et je me rappelle encore d'avoir vu, il y avait des sculptures partout, des choses. Oui, c'était assez fou. C'est Joseph Kessel, je ne sais pas si tu connais ce livre, Hong Kong et Macao, en 57. Il avait la soixantaine, il a fait un voyage à Hong Kong. Voilà, parmi d'autres. Et il parle de ce jardin et de cette histoire de cet homme qui a fait fortune dans le Baume du Tigre. Voilà, qui est un onguent toujours très efficace, qu'on utilise toujours. Vous pouvez le trouver aussi à Paris, dans les bonnes boutiques. Oui, voilà. Mais il faut faire attention si c'est le vrai ou pas. Oui, c'est ça. Il faut faire attention. Il y a des contrefaçons. Oui. Et mais c'était très impressionnant pour nous enfants parce que je me rappelle d'être complètement traumatisée par une sorte de mural. C'est un truc un tableau de plusieurs chapitres comme ça de l'enfer. Ah oui. Et donc, c'est ce qui vous arrive si vous montez, par exemple, dans la vie, on arrache la langue, etc., tout ça. Et donc, enfant, quand on parcourt ça, c'était plutôt effrayant. Oui.
Et je parlais de cette pagode blanche pour une raison, n'est-ce pas? Pour le troisième extrait, Oui. peut-être. Oui, alors le troisième extrait, malheureusement, c'est d'une qualité très moyenne. C'est pas de mon père. Non, mais c'est pour ça. Non. Non, c'est un film américain, Le Monde de Susie Wong de Richard Quinn, 1960. C'est pour montrer aussi. Bon, on en parle après peut-être. Remarquez la pagode blanche. Susie, I know you're in there. Tu avais vu ce film? Quand est-ce que tu as vu ce film? Tu l'avais vu dans ta jeunesse? En fait, j'ai revu il y a peut-être 2 ans une chaîne câblée. Oui. Ouais. Et ça m'avait beaucoup surprise. C'est-à-dire qu'à l'époque, je crois qu'on n'aimait pas trop. Mm-hmm. Et ensuite, c'était devenu presque un symbole, un truc emblématique d'un certain regard, disons, de regard occidentalisé sur un stéréotype d'exotisme. Mm-hmm. Et notamment avec encore un personnage de femme. Là, c'est une prostituée. Oui. Il y a beaucoup de marins. Mais sinon, il y avait des films semblables à l'époque. Je pense à la colline de l'adieu en français, qui s'appelle Love. Love is many splendid thing. Oui, c'est ça. Aussi avec William Holden, qui était un acteur qui représentait, je pense, bien l'américain pour les Hongkongais, du coup, puisqu'il a été dans plusieurs films. Voilà. Oui, à l'époque. Et du coup, c'est vrai que dans La colline de l'adieu, c'est une Eurasienne, c'est d'après l'écrivaine Anne Souyin, c'est ça. Oui. Et donc, il y a toujours cette femme un peu, soit une prostituée, soit une Eurasienne, une femme un peu marginalisée. Qui était métisse dans le film. Voilà, et donc, ça. Elle était plutôt méprisée. Voilà. Oui. Et alors, étrangement, c'est ce qu'on se disait, c'est que le film véhicule bien sûr ce regard, ces clichés, notamment dans les clichés visuels, bien sûr.
Mais malgré tout, le film a été tourné à Hong Kong. On voit c'est bien. ce qui m'avait vraiment étonnée, surtout en regardant et en choisissant ces clips-là. C'était quand même bon. Il y a des petits moments qu'on voit que peut-être, j'imagine, qu'il y a un certain raccord dans un truc peut-être raccordé sur un truc tourné en studio, mais sinon c'était vraiment dans la rue, dans les marchés et surtout ces infamous comment dire, bidonvilles, Oui. qui sont en fait des petits baraques en bois qui sont construits sur la colline et qui n'ont pas de l'eau courante et qui sont vraiment on vit pas on peut pas dire qu'on vit dans la misère parce que c'est-à-dire que c'est pas ce genre de tableau, mais on voit des familles qui n'ont jamais connu autre chose. Et c'est toujours sur les collines, donc on doit monter et descendre. Et le plus étonnant, c'est que, en fait, quand on était petite, ces bidonvilles-là, il y a une bidonville qui est très connue, qui était juste en face de notre maison. Et donc, vraiment, que la population très pauvre côtoie à côté la classe moyenne. Et je me rappelle encore que quand j'étais en école primaire, c'était aussi un très bon souvenir, parce qu'en école primaire, donc, j'avais une école qui est juste à, je ne sais pas, quelques mètres de notre ancienne maison, et puis c'était une école protestante, et qu'on avait des élèves, des petits, c'est payant, donc on doit payer toujours, mais qu'il y avait des élèves, comment dire, subventionnés, j'imagine, qui sont des très pauvres, justement, qui viennent de... Comme des boursiers, un petit peu. Oui, c'est ça, qui viennent de bidonville. Et c'était une école de filles, mais à l'école primaire, qui avait garçons et filles. Et il y avait un garçon qui était très riche, qui est maintenant médecin en Australie, mais qui est brillant, qui jouait au piano et tout ça, etc. Et il y avait l'autre petit garçon qui était de la bidonville. Et bien sûr que j'étais amoureuse de ce garçon de la bidonville. Du deuxième. Et alors, je raconte ça pourquoi? Parce que vous allez voir dans le prochain clip ce qui se passe souvent dans ces bidonvilles-là que mon père avait filmé. Voilà, on peut parler sur les images, du coup. Oui. Oui, Alors, c'est juste en face de chez nous, quand c'est normal. Là, vous allez voir ce qui se passe ensuite, quelques jours après. Donc, les familles qui vivent juste comme ça, voilà, donc 56. Et voilà, ça flambe, et ça flambait régulièrement. Là, pendant mon enfance, on voyait ça reconstruit et ça flambait de nouveau, etc. Et alors, vous allez voir que c'est juste en face. C'est assez étonnant parce qu'ensuite, on voyait les rescapés, etc. Alors ça, c'est notre maison. En fait, c'est l'entrée de notre maison. Donc, c'est en face de cette colline. Et puis, les policiers et ceux qui ont pu échapper. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils sont de l'eau, en fait. Parce que c'est vraiment que sinon qu'ils sont obligés de descendre tous les jours. Et là, c'était notre balcon. C'était ma mère qui était sur le balcon. Et voilà, il remonte pour
chercher ce qui reste. Et là, c'est nous, en fait. C'est vraiment juste en face. Et on n'avait pas... c'est-à-dire que petite, ça me choquait. Ça commençait à me choquer, disons. Et là, j'étais encore très petite. Mais ensuite, on était dans cette maison pendant 10 ans, je pense. Et donc, pourquoi j'ai raconté l'histoire de ces deux garçons? Parce que chaque fois que ça flambait, ça me faisait un mal fou, que je pensais que... Il était en danger, oui. Voilà. Donc tous ces films de ton père, vous les voyez? Il organisait des projections à la maison? On a vu que dans les fêtes familiales, dans les bobines de fête, on voyait toujours un projecteur sur un meuble. Donc j'imagine qu'avant avant la fête, qui obligeait, les invités à regarder des films avant de manger. Et quand on était petite, il nous montrait un petit peu. Mais c'est surtout, ensuite, à l'époque, il achetait aussi des films. C'est-à-dire, je me rappelle des actualités, des news qu'on voyait, et aussi des cartoons de Tex Avery. Oui. C'était là qu'on a eu le... Et donc là, forcément, il organisait des petites projections pour les enfants. Oui. Je me rappelle très bien un projecteur, disons. Et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui filmaient ou c'était vraiment le loisir de ton père? Est-ce que ta mère ou ta sœur aînée a un peu essayé de toucher? Je crois que ma sœur aînée avait un petit peu filmé. Oui. Ma mère, non. Mais qu'on voyait très bien dans ces films-là, souvent, qu'il y a des plans de mon père. Donc forcément, il y a quelqu'un d'autre. Oui. Je pense qu'il y a un autre moment où il apprenait à un de ces étranger qui vient, comment manipuler la caméra. Donc, je pense que, oui. Donc, ça a développé quand même ton goût du cinéma, parce que on va peut-être aborder cette partie-là, même si c'est très chouette de parler de l'enfance et de l'adolescence. Ah non, j'ai sauté quelque chose, peut-être. Oui. Excuse-moi. Non. On va peut-être voir le dernier clip de cette époque-là, parce que justement, avec cette histoire d'incendie, on voyait donc le reste, c'est-à-dire que la classe moyenne, comment ils vivent. Et là, c'est le quartier de Wan Chai, qui avait énormément de cinéma et qu'on allait très souvent au cinéma. Et les tenues de In the Mood for Love. Eh ben oui, elles étaient là déjà. Ma mère. Ça, c'est ta grande sœur? Ça, c'est une des sœurs. Oui, des sœurs. Au cinéma encore. Pour partir au cinéma. Alors, là, c'est les génériques qui fabriquaient pour la visite du prince Philippe. Du prince Philippe, oui. Et on voyait que... Voilà, le prince qui arrive, nous, en bonne citoyenne de colonie. C'était un grand événement pour nous. Après, ils ont organisé, bien sûr, un garden party, un dîner, c'est tout ça que j'ai sur notre bébine. Mais c'était vraiment le moment de sommet de leur ascension sociale, quoi. Et ensuite, bien sûr, on faisait beaucoup la plage. Et ce qui m'étonnait beaucoup, c'est la qualité de ces films. Et c'est surtout que sur la plage, vous allez voir,
les personnes qui sont habillées en tenue de ville, qui sont... voilà. Et un petit garçon anglais, je pense. J'adore ce plan. Ah, voilà, c'est là que vous allez voir qu'il change, qu'il tourne le truc pour l'objectif. Voilà, ça c'est, je ne sais pas, c'était peut-être le 25 mm. Et ensuite, voilà, ça doit être le 75, un truc comme ça. C'est ma mère dans la mer, ma mère dans la mer. En maillot jaune. Et c'est ce que tu appelais bathing beauties. Oui, c'est les beautés qui se baignent, quelque Oui. chose comme ça. Mais ce qui m'impressionne, c'est vraiment ces couleurs-là. Entre Cinécolor et Technicolor, il n'y a pas grande différence. Non, tout à fait. Et donc vous alliez au cinéma, comme tu disais, vous y alliez en famille et tu dois avoir des souvenirs de films. Quand j'étais toute petite, je crois que le premier souvenir, c'est ce que je t'avais raconté, que c'était un film certainement de Hitchcock. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'interdiction. Oui, il n'y a pas de moins de 12 ans. Et tout le monde amenait des enfants partout. Donc, on nous amenait au cinéma, vous voyez, plein de choses. Et on nous amenait surtout à des nightclubs. Après, quand ils ont ces Anglais qui viennent, on se souvient beaucoup des soirées dans ces nightclubs avec des dames peu vêtues et qui faisaient des danses. Et nous, des enfants, on courait partout. Voilà. Ouais. La vie, quoi. Oui. Et donc le film de Hitchcock, je crois que j'ai dû voir très jeune. Très, très jeune. C'est le premier grand souvenir, ouais. C'est Hitchcock. D'accord. Et ensuite, bien sûr, c'est-à-dire que la vraie découverte du cinéma, ça venait beaucoup plus tard. C'était déjà en adolescence. Adolescence, il y avait des ciné-clubs, oui. choses comme ça, qui t'ont avait... permis de découvrir le cinéma européen. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait un journal d'étudiants qui était très, très connu. Je ne sais pas comment ça s'appelle en Moi français. C'est Chinese Student Weekly. Oui. Et c'est là qu'il y a deux journalistes, surtout deux éditeurs, Lorca et Lockley, qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur le cinéma européen, surtout, qui présentaient surtout le cinéma français et italien, et japonais aussi. Et c'est là que j'ai découvert la nouvelle vague française. Mais même avant de découvrir Joe et Jim et Hiroshima, mon amour, qui sont deux films qui m'avaient beaucoup marqué, mais c'était beaucoup plus tard, parce que ça, c'était déjà à 14-15 ans. Mais bien avant ça, il y avait un film qui était dans ces ciné-clubs-là, qui était un film français, et que j'ai vu et revu et revu et revu, qu'ensuite je n'arrivais pas à retrouver une fois arrivé en France. Et le destin veut que maintenant je vis, où mes enfants, une partie de mes enfants vivent dans une ville qui est à côté du lieu de tournage de ce film. Tu veux qu'on voit l'extrait? Donc c'est l'extrait numéro 6.
Regarde. Regarde le cercle. Voilà, nous sommes chez nous. On est entré dans le cercle. Viens. Oh, regarde. Monsieur le magicien, vous me donnez cet arbre-là? Père, qu'est-ce que tu as? Le vertige. Le vertige? Alors, c'est là que j'ai filmé il n'y a pas longtemps. C'est exactement le lieu de ce film. Et le film s'appelle Les Dimanches de vie d'Alfred. Film de Serge Bourguignon de 1962, qui est resté longtemps invisible en France aussi. Oui, à Hong Kong, ça s'appelait Sundays et c'est belle. Ça m'a beaucoup marqué. Et c'est beaucoup plus tard, quand je suis arrivée à Paris, que j'ai découvert un Noël, que ça passait à la télé. Et ensuite, j'ai découvert que chaque Noël, ça passait à la télé. Et puis, c'était Romain qui m'avait raconté comment c'était invisible. Oui. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans ce film spécialement? Mais je crois que c'est l'histoire. Alors, c'est l'histoire c'est l'innocence d'une petite fille et ce grand garçon, mais qui est en fait, il est amnésique. Amnésique? Oui, il a oublié. Et c'est un soldat allemand et qu'il a oublié complètement son passé. Et c'est l'histoire de ces deux êtres que donc l'essentiel se connecte. Et ça m'avait beaucoup touché cette histoire-là parce que lui, il était entouré des adultes, de sa copine et ça, tout ça. Tout le monde pensait que c'était une histoire de pédophile, en fait. Oui. Et à la fin, il y a une fin très tragique. Donc, ça me dit quelque chose. Très bien. Et du coup, le cinéma de Hong Kong, le cinéma hongkongais en lui-même, tu l'as découvert plus tard? Oui. Alors, le cinéma hongkongais, en fait, c'était assez complexe à cette époque-là parce que là, on entre dans les années 60, là, peut-être début 60, et il y avait un cinéma cantonais populaire, très populaire pour les très aimé par des gens, je ne sais pas, mais populaires en tout cas. Et puis, il y a un cinéma mandarin, parlant mandarin. Et là, c'était plutôt, par exemple, on était élevé par les nounous qu'on appelait d'une façon très anglaise colonie, the governesses. Et ma governess, par exemple, elle allait voir ces films en mandarin, donc Mambo Girl, qu'on va voir tout à l'heure. Et ensuite, nous, des familles qui sont plus dans les nouveaux riches ou de la classe et ascension sociale, on va voir les films européens ou hollywoodiens. Et donc là, par contre, c'est que donc ensuite j'ai redécouvert ce cinéma cantonais et même mandarin beaucoup plus tard. Le cinéma mandarin de cette époque, à un certain moment, j'allais avec ma governess voir ces films-là, mais le cinéma cantonais, qui sont des vrais bijoux, j'ai redécouvert seulement il y a pas très longtemps.
Alors, je voulais vous montrer un extrait de ça, parce qu'il y a peu, je pense que je ne suis pas sûre que ce soit dans la programmation, parce que c'est très peu connu, ces choses dans les années 50 qui sont en cantonais et qui sont extrêmement aimées par la population, qui avait des grands stars. Mais je voulais vous montrer cet extrait-là parce que c'est un copain qui est là qui m'avait suggéré cet extrait parce que c'est une histoire entre des cantonais qui sont des familles cantonaises à Hong Kong qui sont une coexistence ou cohabitation avec les gens venus du Nord, ce qu'on appelle du Nord, c'est-à-dire de Shanghai ou de Pékin ou une autre province, de la Chine, mainland. Et à l'époque, il y avait beaucoup de migrants, de personnes qui sont venues de la Chine pour plusieurs raisons, pour plusieurs étapes, plusieurs époques, entre la guerre civile et ensuite des famines, plein de choses. Et qui sont particulièrement des Shanghaïennes, qui ont fait leur vie à Hong Kong, qui était l'histoire de In the Mood for Love. Oui. Et donc, cet petit extrait-là, c'est particulièrement un film cantonais, donc il n'y a pas de sous-titres, mais vous allez voir que vous n'avez pas besoin de sous-titres. C'est entre un cantonais, qui est une grande star cantonais, parce que tous ces stars-là font en même temps le chant, l'opéra et tout ça, et le jeu, et un Shanghaïen, et qui se logent ensemble. La plus grande guerre civile du monde, en français.你们广东人呐，就喜欢听那些最难听的东西。咩話？哈！哦，你話我哋啲廣東戲好難聽，係啊，太難聽啦！你識得乜嘢啊？嗱，我唱支你聽啊！唔聽住啊嗱！你係高竇嘅貓阿姨，我就偏要監你人賴口，我唔話同你真嘅鬥，我唔係睬到啊，睬下先口。Et ils se parlaient bien sûr chacun dans leur dialecte en cantonais et ils chantaient, un qui chantait en l'opéra cantonais, l'autre en opéra shanghaïen, j'imagine. Et je voulais juste dire une chose, c'est que l'opéra cantonais, c'était une chose, une forme de loisir très, très, très aimé par la population. Et je me rappelle, petite, que ma grand-mère, qui écoutait ça toute la journée, et vu qu'elle entendait mal, elle entourait la radio comme ça dans ses bras pour écouter l'opéra.
Merci beaucoup d'avoir partagé cet extrait avec nous. Peut-être qu'on peut voir le dernier extrait de ton père. Oui. Et voilà, peut-être que tu veux, tu parles sur les images ou tu veux dire quelques mots avant? Oui, parce qu'en fait, on était sur le sujet de expat, de l'exil Voilà. et tout ça. Donc, donc Hong Kong est vraiment fait des départs. Et d'arrivée et de départ, Ouais. voilà, en Voilà, il 1957. s'amuse à faire des animations De générique. des génériques. Et c'est mes deux sœurs qui partaient en Angleterre faire des études, mes deux grandes sœurs. Et à l'époque, c'était assez courant pour une famille qui est aisée. Et maintenant, même maintenant, il n'y a qu'une pensée, c'est de envoyer les enfants faire des études à l'étranger. Oui. Et elles avaient quel âge? C'est elles qu'on voit là? Je pense qu'ils doivent avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et là, c'est mon frère. Donc, tout le monde sort de ce... Et elle partait en bateau, Oui. bien sûr. Voilà. Donc, tout le monde sort avec des... Et ce que je voulais montrer, c'était un peu ça. C'est un petit peu Wong Kar-wai, quoi. Ah, c'est très, très, très chic. Hein. Et donc, à l'époque, et ensuite, on était sur les quais. Et pour les avions et les bateaux, tout le monde partait accompagner les départs. Ça, c'était le grand cérémonial. Et on montait sur les bateaux, etc. Et on voit les marchandises qui s'amènent. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont ramené, mais j'imagine que toutes les choses qu'ils s'imaginent ne pas trouver en Angleterre, comme des nouilles, des choses comme ça. Et donc, tous ces rubans, c'est pour dire au revoir. Oui, en fait, oui. donc on garde un lien comme ça, et puis quand le bateau s'en va, on lâche le ruban. Oui. Et ça, c'était 57. Donc, ouais. Et puis, bon, ensuite, même maintenant, Hong Kong est encore fait de départ et de séparation. Oui, tout le monde a quelqu'un dans la famille qui est parti à l'étranger, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là, tes sœurs, elles sont parties pendant combien de temps? Elles ne sont jamais retournées. Elles ne sont jamais revenues. Okay. Donc ça nous emmène à la suite, c'est-à-dire qu'il y a eu des événements. Notre départ, oui. À ton départ, votre départ, voilà. Départ. Donc, ensuite, donc, c'était dans les années 60, il y avait beaucoup d'événements. La ville était... Bon, il y avait des émeutes. Les émeutes de 67, oui. Et puis, donc, il y avait plein de familles qui sont parties à ce moment-là, dont nous. Alors, il faut rappeler, peut-être, ces émeutes, c'était un mouvement que ça a commencé dans une usine. Oui, allez-y. non, mais vas-y. Vas-y. Une usine qui fabriquait des fleurs en plastique. C'est ça. Et donc, il y a eu un mouvement social, une grève. Et ça a vraiment... bon, c'était pas mal quand même orchestré par la Chine. C'est un désir aussi d'importer la révolution culturelle. Et c'était un mouvement très, très anti-britannique, anti-colonial. Voilà, en gros, pour donner le contexte. Oui. C'est assez complexe. Oui. Donc, en fait, et ensuite... donc à ce moment-là, les Hongkongais, ils croyaient vraiment que bon, une page est tournée, etc. Oui, mais ça a été un moment charnière de toute façon dans l'histoire de Hong Kong. Donc tes parents décident qu'il est temps de partir. On est parti au Canada et c'était une vague de cette immigration à ce moment-là.
Et au Canada, vous aviez des gens déjà que vous connaissiez Oui, en fait, mon frère et ma sœur étaient déjà là. Donc ensuite, il y a toutes les familles hongkongaises qui sont soit parties en Australie, soit en Angleterre, soit au Canada. C'était le classique. Et puis, c'était au Canada que ensuite, il y avait un cinéma d'AEC, un peu lointain comme ça, qui faisait en boucle, qui passait en boucle des films de Eric Romer. Non. Et c'était trop loin pour moi. C'était trop loin pour toi. C'était pas encore le bon moment pour découvrir Romer. Je ne suis pas allée voir ces films-là. Et par contre, à ce moment-là, j'avais déjà découvert Truffaut et René. Et donc, c'était... Et avec un voyage comme ça, organisé par ma mère, on est venu à Paris et à Londres voir un petit peu un truc assez rapide. Mais j'étais tout de suite séduite par la ville, par Paris, en tout cas par la France. Et avec tout ce que j'ai vu de la nouvelle vague. Oui, ça avait commencé par le cinéma, peut-être, oui. Cette envie de Paris. Oui, par le cinéma et par la danse. La danse. Parce que j'étais complètement fanat de Nureyev. Ah. Qui était quand même, il était quand même, il a fait sa vie en Europe, etc. Oui. Tout ça. Et quand la première fois que je suis venue à Paris, dans le trajet depuis l'aéroport jusqu'à notre hôtel avec ma mère, c'était plein de petits librairies qui avaient des livres sur la danse. Et je me suis dit, c'est là que je veux vivre. Et puis, en plus, le cinéma, bien sûr. Et donc, je suis revenue quelques années plus tard, c'est-à-dire j'avais fait mes études de cinéma, d'ailleurs, à Montréal. Et ensuite, je suis venue en France. Donc, tu veux qu'on passe à l'extrait numéro 10 ou bien... Oui, on va passer à l'extrait numéro 10. Oui. Voilà. L'idéal, ce serait de les photographier. Oh, regardez! Oh, génial! Oh, attendez, je reviens. Je vais leur emprunter. Je vais leur emprunter. Non, mais écoutez, mais non. Je reviens. That's a nice shot. Just a minute. Wait, what? Here, okay, that's good. Ooh, la la. Wait, are we just about to get it? No, wait a minute, What? wait a minute. What? Oh, hi. Pass? Sure, go ahead. Oh, my God. Just focus. I just did. Oh, okay, here we go. Take the goddamn picture. All right. Oh, beautiful. Hey, what do you think of that? Let's see. It's not too bad. Yeah, I think give it a little while for the colors to come out. Where are you from? Where are we from? I'm from Los Angeles. I'm from Quebec. Quebec. Do you want I take a picture together? Cô話同我哋影張相喎。 Oh, she wants to take our pictures? Oh, yeah, sure. Oui? You know, Okay. think you can do this? Alors, il faut appuyer sur ce bouton. Oui, non, je sais, Et la photo saute là. j'ai un copain qui a le même, je connais. Surtout ne bougez pas Oui, l'appareil. d'accord. Vous êtes sûr? Oui, pas de problème. Bon. Yeah. Sure she knows how to work this thing? I think she's got her finger in front of the lens. Attention, your hand. Oui. Voilà. Let's see. I don't see anything. Voilà. Yeah, it's not so bad after all. Well, she's not too bad either. Et puis aujourd'hui, la lumière est vraiment très, très jolie. Why don't we take a picture of her and give it to her? Yeah, come on. Yeah. Oh. Tell her. Vous voulez que je vous prenne? Oh non, non, c'est pas la peine. Oh, I insist. I like to take it. Ah, Oh, ok. merci, vous êtes Ah, gentil. Okay. Mettez-vous là, c'est très joli. Non, en fait, je préfère là. What's she saying? She said she wants to take a picture there, but Oh, there's but- no light. Yeah, it's nicer over here. Oui, la lumière n'est pas bonne là. Oui, mais je voudrais cet arbre sur la photo. Oui, c'est mon arbre fétiche.
Say what? J'entends rien. It's my tree fetish. What? She says she has Tree a... fetish. She says she has a Tree? tree fetish. fetish. Oh my Oui. God, these French girls are crazier than I thought. Bon, alors, montez un peu. Mettez-vous là, oui. Mettez-vous plutôt là. Je crois qu'on est vu, mais... Oui, un peu plus par là. Bon. Raté. Elle a fait exprès de ne pas les prendre. On voit juste un petit bout des cheveux. Exprès? La femme de l'aviateur, Oui. voilà, que vous avez sans doute reconnue. Et deux touristes. Oui, Voilà. de touristes. Donc il faut peut-être un peu raconter. Tu as dû le faire tellement de fois, mais bon, tu vas le refaire ce soir. Nous raconter comment tu t'es retrouvée, parce que bien sûr vous avez reconnu Mary Stevens dans cet extrait. Même mes enfants ne me reconnaissaient pas. Oh, La quand première même. fois qu'ils Mais m'ont si, mais si. Donc, comment t'es-tu retrouvée dans ce film? J'étais donc en France avec un programme de cinéma, un échange d'une année. Et puis, j'ai commencé à faire mes propres films, en fait. J'ai réalisé 2 films, dont un avec une bourse du Conseil des arts du Canada. Et à ce moment-là, je voulais savoir faire un devis, un budget. Un budget. Et donc ça, c'est partout sur Internet, en fait, cette histoire. Et je me rappelais que Romain, dans son cours, avait parlé de budget, comment faire un budget, et tout ça. Je suis allée au film de Los Angeles, demander voir M. Romain pour avoir ce budget-là. Et Amira, la secrétaire à l'époque, ne m'a pas laissé entrer. Et donc, ensuite, quand je suis retournée à la maison, le téléphone sonnait. C'était M. Romain, et qui m'avait dit, si vous voulez voir un exemplaire du budget, revenez. Et donc, je fais demi-tour. J'ai repris le bus et je suis allée. Et ils étaient en train de répéter Perceval avec Fabrice Lucchini. Et je parlais 2 mots de français. Donc, ils étaient en train de répéter en français moyenâgeux. Oui. Et depuis, tous les après-midi, je passais là pour m'imprégner de ça. Prendre le thé, par exemple. Oui, pour prendre le thé. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai appris de Amira, qui est ensuite devenu le chef comptable de Los Angeles, que chaque jour, il avait une feuille qui marquait qui est venu, ça, tout ça. Et donc là, elle lui a donné toutes les quelques heures à côté de mon nom, elle a mis « jolie fille asiatique ». Ah. Voilà, 3 mots. Et donc voilà, bon, the rest is history. Voilà. Mais bon, effectivement, j'ai beaucoup appris dans ce bureau, rien que regarder les répétitions, comment les choses sont faites. Lui pensait que je ne parlais pas parce que j'étais discrète, mais en fait, parce que je ne parlais pas français, tout simplement. Et puis, donc, l'année suivante, justement, cette année-là, je voulais rester en France avec tout ça, je voulais absolument rester. Et pour rester, il fallait gagner l'argent. Donc, il avait dit, mais je commence un nouveau film, c'est La femme de l'aviateur. Et ça, c'était après mon 2e film, Juste au cœur, sur lequel il est venu faire une figuration avec Ariel Dombal. Et on avait tourné en 16. Et donc, c'était après Perceval, qui était pour lui une grosse production
de studio que ça n'a pas marché comme ils voulaient. En fait, je pense que ça a marché comme ils voulaient, mais ça n'a pas marché comme voulaient les financiers. Et donc, ils voulaient retourner aux sources, de faire des choses légères en 16 mm aussi. Et il m'avait proposé d'être l'assistante de Cécile de Cugy. Et il m'avait dit que je sais que tu as déjà réalisé 2 films, donc je ne sais pas si ça va aller, si ça te va d'être assistante monteuse. Et à l'époque, je ne connaissais rien, mais qui est la monteuse? Et il a dit que Cécile de Cugy, elle a monté à bout de souffle. Et pour nous, les Hongkongais, à bout de souffle, c'est-à-dire, je dis tout de suite, oui. Et il a dit, non, pas si vite, parce que Cécile, elle est très sévère. Elle est très sévère avec ses assistantes et elle fait pleurer toutes ses assistantes. Et elle ne m'avait jamais fait pleurer et elle était devenue très maternelle avec moi. Elle m'avait beaucoup appris et beaucoup protégée. Et le reste, c'est de l'histoire, comme tu disais. C'est de l'histoire. Et ensuite, donc, ça vient au dernier chapitre parce que voilà, le temps file, hein, on est bien là, mais non, parce que je pense qu'il y a un principe, grosso modo, maintenant que quand je raconte des choses, que je trouve que j'ai eu énormément de chance dans ma vie et donc grosso modo, je fonctionne par le principe que je redonne. Voilà, c'est la transmission qui continue. Et donc, c'est un peu normal que pour faire ça, très naturellement, ce sont beaucoup de jeunes cinéastes en Asie qui m'avaient sollicité. Et donc, ces dernières années, ces derniers 15 ans, en fait, j'ai travaillé beaucoup avec les jeunes cinéastes en Asie. Là-dedans, il y a des moins jeunes aussi, par exemple Anne Heuk. On va en parler, oui. Et du coup, comme on est dans un portrait de Hong Kong, et tu nous as beaucoup aidé d'ailleurs à construire cette partie-là plus contemporaine avec des films de cinéastes, des films très récents auxquels tu as collaboré, soit comme monteuse, soit comme conseillère. Il y aura quatre films. Voilà, donc on va un petit peu peut-être balayer ça ensemble. Oui. En fait, ce qui est un peu étonnant, c'est vraiment une nouvelle génération de cinéastes à Hong Kong et que maintenant, il y a cette génération-là, ils font des choses avec très peu d'argent. Je ne parle pas de la génération de Johnny To et Anne Hui, ça c'est déjà une autre génération. Oui. Mais maintenant, c'est tous les Amos Wai, des Adam Wong et tout ça, ils sont dans des trentaines, quarantaines, début quarantaine, et qui font pas des films pour aller tellement à l'étranger. Disons qu'ils font des films pour leur public à Hong Kong et pour peut-être quelques poches quelques petites populations des Hongkongais ou des Chinois hongkongais en Europe, ailleurs. Et donc, ils ont le budget pour ce genre de films. Et que ce ne sont pas des films qui sont sélectionnés dans les festivals, grands festivals. Dans les grands festivals, oui. Ce sont des films très, très locaux, en fait. C'est vraiment des portraits de Hong Kong. On découvre la ville grâce à ces films. C'est ça qui nous a intéressés. Oui. Et ce sont souvent faits dans les quartiers qui sont peu connus. Et par exemple, donc on peut peut-être... tu veux qu'on voit d'abord Dot to Dot ou l'autre ou Fish Story. Fish Story, peut-être. Oui. Donc c'est l'extrait numéro 12. C'est un documentaire. 播種下早，播種，一位慈祥的老人，在無邊的大地上播種。你
老人家。多種的事物怎麼？是道怎麼？還是什麼谷物的新品種？老人眯着充滿智慧的眼睛，微笑地答到：我播種的是勇敢的、善良的、不怕困難的、奮鬥到底的火熱的心。好熱啊！搬埋嗰件衫落。知道。Alors, je vais peut-être expliquer. Oui, alors le réalisateur s'appelle Wong Xiupan. Oui. Pardon pour ma prononciation. Voilà. 2013, je crois. Oui, c'était un de ses premiers films et il fait les films tout seul, une personne. Et ils viennent de... Ça, c'est disons, une réalité particulière de Hong Kong où on a des familles de migrants souvent, c'est peut-être des migrants, peut-être des familles qui viennent du nord, de Mainland, qui n'ont pas de moyens, qui sont 4 ou 5 dans une petite pièce comme ça, et qui sont dans des appartements qu'on appelle des appartements découpés, parce qu'un appartement de 3 pièces, ils vont le découper en 4, par exemple. Et puis, il y aura une famille comme ça. Et Wong Xiupan, il vient de finir un film, Obedience, qui était à Rotterdam et qui vient de gagner un prix du Festival de Hong Kong, et qui parle d'un autre quartier particulier qui est Hong Ham. C'est un quartier industriel où maintenant ça devient le cible de convoitise des développeurs parce que c'est l'endroit où toutes les rails, tous les chemins de fer se croisent. Donc, c'est le point de départ pour aller en Chine et pour aller voilà, donc c'est un cinéaste qui fait beaucoup de documentaires sociaux, ouais, mais qui a un certain style, qui dépend de personne, mais qui lutte. Tu as fait le montage de ce film Pour Fish Story, ce film-là, j'étais conseillère à Pékin quand il était dans un workshop et j'ai complètement changé le début. Parce que justement, je voulais aller de la ville, aller d'un truc très grand, petit à petit, jusqu'à sa chambre. Que c'est ça. Et puis aussi qu'il y a cette chance de tomber sur ce poème qu'il était au milieu du film, et que je trouvais vraiment que ça collait très très bien au propos. Pour le début du film. C'est con. Parce que je voulais peut-être parcourir de ce qui est dans le programme. Oui, dans la programmation. Oui, avec plaisir. Il y a aussi un autre film que j'avais monté, c'est le The Way We Keep Dancing de Adam Wong.
et parce qu'on parlait des quartiers. Et là, ça serait un film hip-hop, c'est dans la programmation, je ne sais pas quel mois. Ça sera au mois de juin, mi-juin. Oui, mais c'est un film absolument délicieux parce que c'est un film hip-hop sur des jeunes artistes et de jeunes danseurs d'un autre quartier qui s'appelle Guntang. C'est aussi un quartier industriel mais qui est devenu des petits ateliers d'artistes et ça, tout ça. Et il y a un autre que tu aimais beaucoup. Oui. C'est un film de 3 courts-métrages, Memories to Choke On, Drinks to Wash Them Down. C'est un jeune couple, un directeur de photo, Ler Min-kai, et sa femme américaine qui est actrice et scénariste et cinéaste, Kate Riley, qui ont fait ce film ensemble et que ça vraiment que ça plaît beaucoup et ça passe partout. Et c'est aussi, ça raconte vraiment la réalité d'un autre quartier qui s'appelle Samsøybo et que maintenant c'est devenu une sorte de quartier, comme on m'avait dit, comme quartier latin de Hong Kong, mais on m'avait dit aussi que c'est comme quartier latin dans les années 60. Et puis eux, ils ont commencé à faire d'autres films. Oui, alors il y a 4 histoires, il y a ces 3 fictions et un documentaire, si je me rappelle bien. Et il y a une histoire qui est particulièrement intéressante puisque ça évoque une boisson, la boisson locale qui est un mélange de thé et de café. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le titre. Oui, c'est Yin Yang, ça veut dire que c'est... 2 oiseaux qui sont, je ne sais plus comment c'est exprimé, mon copain n'est pas là. Yin Yang, c'est une sorte de l'oiseau qui est un double. Et donc à travers cette histoire, c'est aussi l'histoire de Hong Kong, parce que cette boisson, c'est d'ailleurs, je crois que c'est vraiment une boisson très locale, très revendiquée, un mélange de thé et de café, voilà. Et en fait, ça rappelle aussi l'histoire, c'est-à-dire que c'était une boisson qu'on donnait, je crois, aux dockers dans les années 20 ou 30 pour qu'ils les réveiller. Voilà, un peu pour les doper pour le travail. Et maintenant, ça a été une réappropriation en quelque sorte, de cette boisson, de cette histoire. Et Amos White, donc c'est une autre jeune cinéaste avec qui j'ai monté 2 films. Et donc, vous allez voir Far, Far Away dans la programmation. Une comédie romantique. Oui, une comédie romantique. Et quelque part, il y a un petit peu de nouvelle vague. Très romère, très romérien. Oui. Il dirait, bon, je ne sais pas. Mais voilà, il ne dirait pas exactement ça, mais ça plaît beaucoup. Ça. Oui. Et c'est vraiment un voyage dans Hong Kong. Là, il y a une particularité, c'est qu'il cherche toujours des endroits peu connus dans Hong Kong, même pour les Hongkongais, et il fait cette histoire-là. Et Far Far Away, c'est l'histoire d'un garçon, c'est vraiment très romérien, peut-être un garçon qui ne fait que sortir avec des filles qui vivent très far away, très lointaines. Donc, chaque fois, il faut prendre beaucoup de transport pour aller dans... Pour les raccompagner aussi. Pour les raccompagner. Et est-ce que tu veux qu'on voit un extrait de Dot to Dot? Donc, j'ai choisi un extrait de la fin de son premier film que j'avais monté, Dot to Dot, qui est aussi l'histoire d'une fille qui vient de mainland et un garçon hongkongais qui passait beaucoup de temps au Canada, qui revenait et qui s'amusaient toutes les deux à faire des petits, comment on dit ça, graffitis. Oui, des graffitis, mais en forme de Nîmes. Maisel, je sais pas comment... de puzzle. Oui, c'est ça. Partout à Hong Kong. Ils ne savaient pas, ils travaillent tous les deux dans une école de langue et ils ne savaient pas du tout que... Qui est qui? Voilà, donc ça c'est la toute fin, mais c'est aussi pour le lieu de cette toute fin. C'est l'extrait numéro 11.
学生同学你好。哎，小薛老师，那么巧啊，怎么会在这里看到你啦？对呀，这么巧。你常常来这里吗？也不是常常啦，但是这个地方真的是非常特别。其实，在香港啦，都只有这里可以那么近岸，也可以看到那么多的交通，同時也可以看到月落。那你看，這個浪塊也是特別的大。哇哦，你啲普通話進步好快哦！哇，你啲廣東話進步好快喎！不過在這裡看日落真的挺好的。嗯，真的不錯。Le désir de garder le passé, de ne pas l'effacer. Je voulais juste peut-être rapidement parler de Jessie Chang. Donc oui, parce qu'on n'a pas passé l'extrait de Flowing Stories, qui est un très beau documentaire. Dans la programmation. Je peux même donner la date. C'est le 30 mai. Et donc Marie a fait le montage du film. Elle sera présente pour un débat. Et je salue la productrice du film, coproductrice, Annie Ohayon, qui est dans la salle. Et qui est un beau film sur la diaspora, la question de l'exil, effectivement, à travers une famille éclatée en Europe. Oui, et c'est une fête de village qui se passe tous les 10 ans. Et donc ça, c'était fait il y a 10 ans. Et on vient de finir Winter Chance, qui est le même village, mais 10 ans plus tard. Et pour une fête qu'on ne sait pas si ça va avoir lieu, parce que c'était pendant la pandémie. Oui. Et le film Winter Chance, le deuxième volet, donc, vient de sortir à Hong Kong et ça a l'air de très, très bien marcher. Ah bah c'est très bien. Et on peut quand même évoquer peut-être rapidement, parce que le temps file, ta collaboration avec Anne Hoy. Donc ça, c'est une autre génération. Oui. En fait, vous avez fait 2 films ensemble. 2 et demi. C'est ça, 2 et demi. Oui, le demi, c'est dans un truc qui s'appelle Septet. Une histoire de Hong Kong, je pense. Oui, c'est ça. Et qui sera dans la programmation. Qui est programmée au mois d'avril. Là, j'ai pas la date. Ah oui, d'accord. Et qui est une histoire un film de 7 histoires, executive produced by Johnny To. Mm-hmm. Et c'était l'idée de Johnny To et qui est une décennie par histoire. Et Anne, je connue depuis des décennies, en fait, depuis Boat People. Et, oui. Oui, et à l'époque, je faisais mes petits films à Paris. Et donc, on n'avait jamais travaillé ensemble. En fait, on avait 2 trajectoires complètement différentes. Et finalement, avec ce Septet, 2014, elle avait fait appel à moi pour monter son cours, le truc court. Et ensuite, pour les 2 prochains longs métrages. Et si je dis quelque chose, c'est que c'est
peut-être la première fois, c'est la seule fois que je travaillais dans un système de cinéma, peut-être cinéma de studio, disons, hongkongais. Et parce que c'était avec des grands stars, avec avec un certain moyen. Mais en fait, ce moyen-là, c'est quand même pas des grands moyens pour un film hongkongais. Oui. Et qu'il fallait qu'elle trouve en Chine continentale. Et ce qui était... qui m'avait impressionné, c'est que le système était très grandiose, mais pour le montage, elle tenait à garder exactement comme je faisais avec Romer. C'est-à-dire, je montais dans ma chambre d'hôtel ou je montais dans une petite pièce. Elle venait de temps en temps voir et elle laisse personne me déranger. Oui, et que en fait, on avait ce rapport très confidentiel qu'on papotait, on faisait des thés, des trucs. Exactement comme je pense que... par contre, je pense que les autres films de studio à Hong Kong ne se... Alors, on peut peut-être voir l'extrait numéro 13, Our Time Will Come, un film de 2017. J'aimerais bien qu'on en profite pour parler du montage, là, plus précisément, avec cet extrait. C'est une copie de travail, c'est pour ça qu'il y a une copie pour la censure. En fait. Pour la censure. C'est l'histoire, c'est un hommage à une résistante qui a réellement existé. C'est l'histoire d'une jeune résistante. Oui. Donc c'est la résistance à l'occupant japonais. Donc ça, c'est un sujet qui fédère.
Oui, et contre un ennemi commun. Et puis donc c'était il y a 2 hommes dans sa vie, donc le dernier qui était joué par Eddie Young, qui est grand, Eddie comment? Ah, Eddie Park, pardon. Qui est aussi dans Love After Grand Love. star, énorme star en Asie, en Chine, à Hong Kong. Et l'autre homme, c'était le premier qui est en fait un espion, mais qui est dans le camp japonais, qui travaille avec des Japonais, mais qui est en fait un espion. Oui, et donc la fille qui est en fait aussi une espionne, qui mettait le... J'aimais beaucoup ce passage parce que... Oui, c'est très beau. Oui, au niveau du montage, très intéressant parce que c'est comme les différentes manières d'être résistant ou d'être résistante dans un rassemblé, en fait. Oui, et aussi que je m'amusais à faire ce truc-là d'une scène qui est en continu, mais en fait, on voyait les petits inserts. Tout ça. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup Anne parce que elle me laisse faire. Elle te laisse de la liberté. Oui, et donc il y a certaines choses, donc on négocie, disons, comme tous les montages d'ailleurs, mais il y avait un moment, il y avait des moments dans ce montage où elle pouvait pas accepter, par exemple. Il y avait des choses qu'elle n'avait pas voulu. Mais ensuite, dans le suivant, elle avait accepté. Donc, ça a évolué. Mais, oui. Voilà. Oui, il y en a eu un autre après, Love After Love. Oui, qui était... Malheureusement, qui ne marchait pas du tout, qui n'a pas du tout marché, qui est l'adaptation de Eileen Chang. Eileen Chang, voilà. Qu'elle a fait 3 adaptations d'Eileen Chang. Oui, oui. Et pour conclure, il faut conclure, je suis désolée. On a commencé par le début, on va conclure par la conclusion. C'est bien, c'est logique. Par un film de Mary Stevens. Un extrait de film de Mary Stevens. Un court-métrage que j'avais fait, en fait, c'est encore une fois, ça partait d'une idée d'un long-métrage qui était aidé par Romain pour le dialogue et tout ça, qu'on n'a jamais eu de financement dans les années 80, on n'a jamais eu d'aventure et tout ça. Et du coup, j'ai repris l'idée pour un court-métrage et que, par l'occasion d'un film de commande d'une université qui fêtait, je sais pas, 100 ans ou quelque chose, et qui a demandé 4-5 cinéastes de faire un court-métrage. Donc, j'avais fait ça. C'est aussi l'idée de Johnny To, d'ailleurs, que c'était executive produced by Johnny To. Et donc, c'est pas hasard, c'est l'histoire d'une prof de cinéma expat qui revient à Hong Kong pour faire des cours. Donc, on se demande d'où vient cette histoire. Et donc, je voulais juste montrer le tout début qui résume peut-être mes sentiments sur Hong Kong maintenant. Extrait numéro 14. L'influence française. Te revoir au hasard d'un rendez-vous, la mémoire me joue-t-elle un joli tour pour que dans tes yeux nos plus beaux souvenirs。我先生生前好中意一本小說，佢成日話俾佢啲學生聽，裡面有一句 ：The past is a foreign country. They do things differently there. 喺呢一度冇人理過去嘅，每一個人都搏命咁向前走，唔會向後望。總之我返咗嚟自己嘅家鄉，感覺竟然好似去咗一個陌生嘅外國，連聽佢哋講嘢都好似要睇字幕一樣。喂，姐姐，你行就行啦，唔好阻住晒啦。On the soundtrack, he says, "This is the story of a man marked by an image of his childhood." That's La Jetée by Chris Marker.
I'll be sharing with you everything I'm passionate about. Architecture, also music, poetry, paintings. Not only films like this one. The point is not the technique. The point is for you to find a spark and let it inspire you for life. 各位同學，我歡迎你哋喺 one-on-one consultation 嘅時候咧，可以同我講廣東話嘅。我仲識得講自己嘅母語 ，although it is a bit rusty。佢唔用佢嗰啲半鹹淡嘅廣東話嚟教我哋啫。OK， 反正我哋呢度有成10個 local， 先得佢1個外地生。Dig inside yourself。我都係咁話，同埋啲嘢都唔 update 嘅，仲喺度播緊啲100電影。For emotions, live experiences， 仲係講埋啲咩 passion 啊、spark 啊，唔知嗰係有乜用。Inspiration, but you have to do it without the safety net. OK? OK. Bon, une tentative de transmission. Oui, la tentative, oui. Merci beaucoup, Mary. Mary Stephen. Merci beaucoup.